Alors, bonsoir. J'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table ronde, il n'y a pas de table, mais enfin, les trois acteurs de l'exposition Le Voyage orientaliste dans le cadre de la Beyrouth Art Fair 2019. Philippe Jabre, le mécène, Gabi Daher, le curateur, et Jean-Louis Mainguy, le responsable de la mise en scène de l'exposition, qui est excellente. Principalement axé sur le Liban, ce voyage orientaliste est une évasion dans le temps à travers des tableaux et des objets romantiques, beaux, chatoyants. Ils évoquent aux Libanais que nous sommes notre pays rêvé, fantasmé par l'Occident. Cette collection nous restitue un passé qui nous met du baume sur le cœur, à une époque où ces mêmes paysages de Beyrouth, de Tripoli et de la côte libanaise ont été fracassés par la guerre, et pire encore par la reconstruction de l'après-guerre. Philippe Jabre, vous êtes financier à l'échelle internationale, mécène, amateur d'art et amoureux du Liban. La première question que j'ai envie de vous poser est: comment devient-on collectionneur? On se lève un jour et on se dit « je vais faire une collection ». Bonsoir. Bonsoir. C'est un sujet très compliqué parce que on devient collectionneur dès qu'on a assez d'objets qui constituent une collection. Donc, on a commencé avec Gabi Daher à acheter quelques tableaux quand lui était à Paris dans les années 87, c'était il y a 30 ans. Et donc, on avait commencé à s'intéresser. C'est lui qui m'avait attiré l'attention sur ça. Et peut-être que je vais lui passer le micro parce qu'il sera plus facile, lui. Alors, Gabi, le curateur de la collection, est spécialiste des œuvres orientalistes. Je vais vous dire comment ça a commencé. Voilà. En 1989, j'étais à Londres et j'ai fait la connaissance de Philippe à travers un ami commun. Et Philippe, à ce moment-là, venait d'acheter une grande partie de la collection Blackmer. Blackmer était un diplomate installé à Athènes qui avait la plus grande collection de livres anciens sur le Moyen-Orient. Et Philippe avait acheté une grande partie de cette collection. Et moi, je lui ai dit pourquoi on n'achèterait pas des tableaux sur le Liban peints par les peintres étrangers. Alors, il m'a dit, est-ce que ça existe? J'ai dit oui, mais je n'étais pas sûr que ça existait. Bref, je suis rentré à Paris avec une mission en tête, commencer à chercher les tableaux sur le Liban peints par les peintres étrangers. Il y en avait très peu. Et Lynn Sorton, la grande spécialiste des tableaux orientalistes, de la peinture orientaliste, elle a écrit plusieurs ouvrages. Elle m'a confirmé ce que j'appréhendais, il n'y en a presque pas. Et à ce moment-là, il y a un tableau, le plus beau tableau sur le Liban. Malheureusement, il n'est pas dans notre collection. Il appartient au musée de Qatar et il représente un départ pour la chasse aux faucons de l'émir Ali Abillama à Salima, avec des costumes à l'oriental, très beau tableau, qui nous a échappé. Justement, Ouais. j'allais te demander, Oui, en fait, dans ta quête d'œuvres orientalistes sur le Liban, oui, et pas seulement sur le Liban, je pense aussi que tu cherchais un peu l'environnement du Liban, enfin. pas du tout. Non? Pas du tout. Ouais. Attends, Ouais. alors est-ce que tu as eu des compétiteurs? Je sais que, par Justement. exemple, cette histoire du musée du Qatar qui t'a disputé la chasse aux faucons. Disons qu'au ça- départ, j'ai pu acheter quelques petites pièces. J'étais tranquille, il n'y avait personne. Jusqu'au moment où le Qatar a décidé d'avoir son musée de tableaux orientalistes sur le Moyen-Orient. Juste au début, 2 ans après avoir connu Philippe. Ouais. Alors, ce tableau, sur le départ de la chasse aux faucons, on ne l'a pas eu. Et le underbidder était un autre collectionneur égyptien. Ce tableau s'est vendu très cher, il a fait beaucoup de bruit, il était dans toute la presse.
Et à ce moment-là, et grâce à Lynn Sorton, qui me l'a confirmé, les gens qui avaient des tableaux sur le Liban les ont mis en vente. Et comme ça, petit à petit, on a commencé à voir des tableaux sur ce sujet-là apparaître en salle de vente. Et Gabi, comment ça se passait avec Philippe à ce moment-là? Par exemple, tu l'appelais, tu lui disais, le tableau est à temps, je continue, Disons Philippe que, était accroché quelquefois par l'œuvre. Pas trop m'étendre sur le sujet, mais on a fait une très belle acquisition, il le sait très bien, un tableau d'une très grande valeur acheté à Londres et qui est peut-être... ouais. Yes, I don't. Et à ce moment-là, Philippe m'a dit, tu as carte blanche. Ne m'appelle pas, fais ce que tu veux. Bah, et donc, super. j'avais vraiment carte blanche. Et jusqu'au moment où le Qatar s'est calmé un peu, et on a pu acheter encore d'autres tableaux. Et à cause de Internet, il y a eu des collectionneurs libanais qui ont découvert ce marché et qui ont commencé eux aussi à acheter. Et je peux vous confirmer que la plupart d'entre eux, ceux qui achètent, il n'y a personne ici, heureusement, et ont fait de très mauvaises affaires. Ils ont soit surpayé, soit acheté n'importe quoi. Ils ont toujours surpayé, surtout. Et on n'a jamais fait ça, nous. Alors, par rapport à eux, eux se contentent de trouver les tableaux quand ils passent en salle de vente. Moi, je cherche partout. Je cite des marchands, je pars en voyage, je me promène. Donc, j'ai pu continuer à acheter. Gabi, tu veux dire quelque chose, Philippe? Et qui sont ces peintres? Les peintres orientalistes que nous voyons exposés, qui ont peint Tripoli, les Cèdres. Nous avons pourquoi ils sont venus? Pourquoi est-ce qu'ils ont peint ces Beyrouth? Pourquoi ils ont peint Tripoli? Qui sont-ils, d'abord? En gros. Enfin. La plupart venaient au Moyen-Orient pour aller en Terre Sainte, pour aller à Jérusalem. Et le port de Jérusalem était Beyrouth. Donc, ils étaient obligés de s'arrêter à Beyrouth. D'accord. Le Liban ne les intéressait pas vraiment à cette époque-là. En tant que tel, oui. C'est-à-dire, on a beaucoup de tableaux sur Venise, sur Constantinople, la porte de l'Orient, Venise, sur Constantinople, énormément sur l'Égypte et beaucoup sur Jérusalem. Donc, il y a très peu sur le Liban. Oui. Et si ils ont peint le Liban, c'est parce qu'ils sont passés par le Liban pour aller à Jérusalem. Mais au Liban, c'est Baalbek qui les intéresse. Alors, du même coup, aller à Baalbek et à Palmyre était très dangereux. Ils se faisaient kidnapper, ils demandaient une rançon. Oui, rien n'a changé. Je signale d'ailleurs que c'est le fonds de la collection Philippe Jab sur Baalbek qui sert de base à l'expo qui a lieu au musée Sursock et qui termine sur Baalbek et qui termine d'ici 3 jours, je crois, ou 4 jours. Demain. Ah, demain. Oh là là. Ouais. Bon, enfin, c'est vraiment un fonds aussi très important que la collection a donné. Il y a une trentaine de tableaux de la collection Jab au musée, là-bas. Autre chose, je voulais aussi parler un peu du style, avant d'aborder les objets qui sont épatants, hein, ces lampes orientalistes qui sont des petits bijoux. Alors, de ces lampes, on les appelle à Vienne, les bronzes de Vienne, parce que c'était une production autrichienne, la spécialité de la ville de Vienne. À la fin du 19e, il y avait au moins 50 manufactures de bronze de Vienne, mais une seule se distinguait parmi la cinquantaine, c'était la maison Bergmann. Et nous avons une collection de 11 bronzes de Vienne, tous de la fabrication de la maison Bergmann, meilleurs en qualité. Hein. Ils sont très difficiles à trouver. Vous allez à Vienne, vous trouverez peut-être un bronze de 3 cm. Ces bronzes de Vienne sont pour la plupart aux États-Unis. C'est là où se trouve le vrai marché de bronze de Vienne. Et en fait, c'est une curiosité et ça a habillé. C'était les turqueries de l'époque. Pourquoi Vienne s'intéressait de faire des... C'était l'orientalisme. Nous sommes en plein orientalisme. L'orientalisme au 19e était très à la mode. Ouais. Chaque château, chaque palais, chaque grande maison devait avoir son boudoir turc
à la Pierre Loti. Et si vous allez à la maison de Pierre Loti, qui est à pas Rochefort, j'ai oublié, elle est plus petite que cette salle. C'est juste 2 salles. Mais lui a lancé cette tendance. Et chaque grande maison devait avoir son boudoir turc. Donc l'orientalisme était très à la mode. Et on fabriquait tous ces objets justement pour meubler ces intérieurs. D'accord, d'accord. Et aussi, je peux dire aussi une première impression d'une orientale qui est vue par les Occidentaux qui regardaient nos ancêtres à nous. Je suis un peu perplexe sur la position des femmes dans ces tableaux que j'ai vus, parce que elles sont toutes dans des positions un peu lascives, portant une cruche, femme maronite portant une cruche avec le poitrail bien ouvert et les pieds nus et une croix. Il y a vraiment aussi dans ces tableaux une perception de nous orientaux par les Occidentaux qui fait réfléchir, c'est-à-dire c'est une collection qui n'est pas seulement esthétiquement belle, mais qui a aussi, sur le plan du contenu, nous Libanais, nous amène beaucoup d'interrogations sur comment on était vus, que sont devenus tous les édifices de Beyrouth et d'ailleurs, qui sont partis, mais dont on peut voir encore des images du 19e. Il y a beaucoup de questions que posent ces tableaux. Nous avons parmi nous une personne qui est en train d'essayer de sauver quelques-uns de ces édifices. Oui, ouais. Maya, cache-toi. Maya Ibrahim Shah. Oui, oui, elle fait un travail vraiment formidable pour sauver. Et justement, une collection d'orientalistes comme celle de Philippe peut servir de référence à une époque où il n'y avait pas de photos et où on pouvait documenter un paysage libanais, un paysage urbain libanais, et voir à ce moment-là mesurer les changements qui ont eu lieu depuis cette époque. On travaille là-dessus. Donc il y a Maya, à côté d'elle il y a Camille Tarazi. Oui, et Lina Azzedine qui se cache, où est-ce qu'elle est, qui fait un travail sur le nom des rues de Beyrouth. Absolument. Ouais. Nous formons un team de 4 personnes et on travaille justement pour sauver ces vieilles maisons qu'on retrouve parfois dans nos tableaux. Alors je vais vous dire pourquoi cette collection elle est unique et particulière. Parce que, disons, vous voulez maintenant former une nouvelle collection. Ce qui est très à la mode maintenant, c'est d'avoir une collection de peintres libanais contemporains ou peintres arabes contemporains. Vous allez en ville, il y en a plein à vendre. Vous pouvez en un jour acheter 20 tableaux. Mais si vous me demandez, Gabi, s'il te plaît, trouve-moi un tableau sur le Liban, sur le marché, il n'y en a pas. Tous les tableaux qui passent en vente sont happés et ne réapparaissent jamais. Donc c'est un travail de fourmi qu'on fait pour les rassembler, pour les trouver. Et je peux confirmer que nous avons dans cette collection les meilleurs peintres de la peinture orientaliste. Tous les grands noms sont là. Oui. J'aimerais juste pour l'anecdote dire que je ne le laisse pas montrer des peintres sur le Liban à d'autres gens. J'ai monopolisé Gabi. Donc il y a un travail d'acharnement et de persistance. De temps en temps, il y a quelques tableaux qui glissent. Mais pour revenir à ta question, nous avons peut-être une centaine de peintres différents, 60, 70. On a dépassé, voilà. 70 peintres différents. Elle travaille sur le Liban. On a dépassé la centaine. Oui. Et chaque fois que je trouve un nouveau peintre, je suis fou de joie. Parce que c'est un nouveau nom qu'on ajoute à la longue liste de peintres qui ont peint le Liban. Oui, tout à fait. Je voulais en fait poser cette question au départ. Là, je reviens à la source. Est-ce que vous pensez que la guerre du Liban est la situation de fait qu'on était tous éclatés aux 4 coins du monde et que Philippe a dû s'expatrier, toi aussi, moi aussi, tout le monde. Est-ce que ça a compté dans la décision, pas dans la décision, mais dans le besoin de réunir des peintures sur le Liban ou des œuvres sur le Liban? Est-ce que tu crois que le contexte a joué
Et évidemment, si en enfin, 1989, il n'y a pas eu la guerre oui, entre vous savez qui et qui, Oui. je n'aurais pas été m'installer en France. Et le fait de m'installer en France, j'ai découvert cette niche, justement, d'accord. parmi les tableaux orientalistes. Et si je n'étais pas en France, je ne me serais jamais occupé. Et Philippe, est-ce que ça a joué un rôle dans ta motivation de former cette collection? Dans ta question, je pense aux collectionneurs de photos, Fouad Debbass, je pense à Camille Aboussouan, qui avait une grande collection de livres, et d'autres gens qui avaient des collections de livres. Et eux, je pense, vivaient au Liban. Donc, la collection, on peut la faire même à partir du Liban. Oui. Peut-être ça m'a donné les moyens et le détachement nécessaire pour ne pas être trop émotionnel quand on essaye d'acheter. Il faut se détacher aussi un peu quand on essaye, et on est plus fort quand on se détache. Oui. Mais je ne pense pas que c'est lié. D'accord, intéressant. Et là, je vais demander à Jean-Louis, maintenant, concernant l'exposition actuelle que vous pouvez voir au Beyrouth Art Fair. Jean-Louis a été pressenti donc par Philippe pour sélectionner parmi ces 300 œuvres à peu près ce qu'il fallait pour faire d'abord le titre, Voyage, le voyage orientaliste. Un voyage, c'est une évasion, et c'est une très belle évasion que tu as mise en scène. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel a été le processus d'organisation de ça? Le processus, le point de départ, en fait, d'abord du choix, et ensuite de la, je dirais, de la directive, ou en tout cas du lien qui a fini par prévaloir dans la démarche, c'était surtout l'émotion. Oui. L'émotion, justement, Philippe vient de dire que pour pouvoir acheter, il faut se détacher un tout petit peu de l'émotion. Pour moi, c'est exactement le contraire. Je me suis laissé totalement guider par l'émotion, de manière à pouvoir faire de cette émotion le fil d'Ariane qui, tout à coup, relevait de la mémoire par rapport à certains lieux, relevait d'un lien, je dirais, atavique pour certains thèmes qui pouvaient être interprétés et par les uns et par les autres de manière différente. Bref, l'émotion a été le principal guide d'abord du choix, et ensuite de la manière dont il fallait impérativement que tous ces objets, parce que pour moi ce sont des objets qui ont une vie, qui ont une mémoire bien sûr, mais qui ont une vie en tant que telle, tous ces objets puissent se parler les uns les autres. Et donc la scénographie qu'il a fallu tout de même essayer d'imaginer était ce dialogue entre les différents peintres, bien sûr, entre les différents thèmes, mais aussi entre les différents objets. Et donc, partant de là, ça a été un voyage, pour moi aussi au départ, donc oui. Ça a été un voyage. Et le fait de l'avoir peut-être fait partager à certains d'entre vous qui sont passés par l'espace scénique, me donne beaucoup de joie, parce que, en définitive, ça n'est pas seulement quelque chose qui touche à notre mémoire en tant que Libanais, c'est quelque chose qui touche à la mémoire universelle, parce que, effectivement, tu le disais tout à l'heure, à l'époque où il n'y avait pas de photographie, le seul rapport à la mémoire, c'était la peinture. Et tous ces peintres, en définitive, étaient les reporters de l'époque. Et c'est à travers ces reportages que nous pouvons aujourd'hui essayer de nous remettre dans l'esprit de ce Liban qui n'existe plus, malheureusement, pour la plupart de ces parties qui sont peintes et qui sont décrites, sinon à travers les livres. C'est pourquoi, de temps en temps, je me suis amusé à trouver des textes qui répondaient un tout petit peu à certains paysages, à certaines émotions que dégageaient les tableaux. Et je n'ai pas hésité, évidemment. C'est un des points forts de ta mise en scène, c'est d'avoir trouvé la littérature orientaliste sur le Liban avec les œuvres qui
Superbe, superbe. Des poèmes de Baudelaire, des je textes me suis plongé justement de dans Gérard de Nerval. Enfin, j'ai vu des Oui, trucs magnifiques. des choses qui, Ouais, peut-être c'est ça. de temps en temps, n'étaient pas très connues. Bravo. J'ai essayé de Ça, c'est partir aussi sur très des, beau. Ouais. sur des pages un peu peu lues, je Oui. dirais, de manière à ce qu'elles puissent être malgré tout le rapport littéraire de cette période orientale de tous les voyageurs d'Orient. Voilà. Sinon, l'espace en tant que tel, bon, quand on a une collection de cet ordre en face de soi, il faut savoir il faut s'assagir, parce que il faut essayer d'abord d'avoir énormément de choix, je dirais intrinsèques, c'est-à-dire il faut aller à l'essentiel. Lorsque j'ai revu la collection de Philippe, parce que je l'ai suivi au fur et à mesure des années, il faut te dire que j'avais créé déjà un écrin sans savoir que cet écrin allait recevoir cette collection, puisque Philippe et Zaza m'ont demandé il y a 22 ans de m'occuper justement de leur maison de Bet Shabab, voilà, qui va Et être donc, en fait le qui musée sera le musée définitif final où seront exposées les collection. œuvres de l'orientaliste. Voilà. Et donc j'ai redécouvert dans l'écrin que j'avais fait il y a 22 ans cette collection qui était effectivement une émotion de bout en bout. Et partant de là, il a fallu vraiment que je sois extrêmement sage dans mes choix et ne pas être trop gourmand, parce que malgré tout, il fallait que, que chacun des tableaux, que chacune des pièces puisse véritablement occuper l'espace de la meilleure manière qu'il le fallait pour pouvoir avoir justement l'émotion transmise. Et Jean-Louis, justement aussi à ce propos, tu nous permets, à nous en tout cas, de découvrir des orientalistes modernes avec les affiches de cinéma sur le Beyrouth des années 50, 60. Alors on passe en fait de l'époque ottomane, du Liban ottoman avant la Première Guerre mondiale, et puis on progresse, et puis on voit en fait le Liban des années 50 mythique, le Liban prospère, le Liban fou, le Liban heureux de vivre des années 50 et 60. Et ça aussi, je connaissais ces affiches que tu as choisi de mettre, mais de cinéma, etc. Mais là, tu as vraiment créé un lien entre toutes ces œuvres, justement, en choisissant aussi, en mettant l'accent sur l'orientalisme moderne à travers les affiches, la publicité, enfin c'est superbe. Si tu permets, pour moi, et juste pour être tout à fait dans le sens de ce que tu viens de dire, pour moi, le Liban a toujours été un voyage. Oui. Il a toujours été un voyage pour tous ceux qui l'ont visité. Et du reste, ce n'est pas étonnant que toutes les personnes qui passent par le Liban, et ce n'est pas comment dire, ce n'est pas dire quelque chose d'infondé que de le redire. Toutes les personnes qui passent par le Liban ont quelque chose de magnétiquement, je dirais, fondamental, qu'ils conservent au Liban. Donc, même s'ils repartent, même s'ils vont ailleurs, ce sont des personnes qui ont été marquées à un moment ou à un autre par le Liban. Ce que nous avons devant nous, et cette collection en est vraiment le témoin, c'est toutes les émotions de voyage que tous les voyageurs à travers les siècles ont pu effectivement ressentir vis-à-vis du Liban en tant que terre, en tant que magnétisme particulier. Et ils ont essayé de le retranscrire soit dans les images, dans les couleurs qu'ils ont choisies, soit tout simplement dans les objets et dans les sculptures qu'ils en ont fait. Et c'est cette émotion qui est aussi un seul voyage qui est le nôtre aujourd'hui. Repartir vers, je dirais, le XVIIIe siècle et le XVIIe siècle pour certains, pour revenir et retrouver le Liban que nous avons aujourd'hui, que nous vivons aujourd'hui. C'est ce voyage en va-et-vient entre hier, avant-hier, demain et aujourd'hui qui est véritablement le total de l'émotion. Et c'est tout à fait réussi. Bon, là aussi, je voudrais, si vous avez une question à poser dans le public, ahla ou sahla. En attendant, je vais peut-être te demander, Jean-Louis, et toi, Philippe, et toi, Gabi,
si vous avez une œuvre coup de cœur. Moi, je peux dire déjà que mon coup de cœur, c'est la marine. Ce 3 mâts qui flotte toute voile dehors avec le Sannin derrière et Beyrouth, mais c'est une toile extraordinaire. C'est un vrai coup de cœur, ça. On n'oublie pas. Est-ce que toi, tu en as un autre, je te rejoins. J'ai le coup de cœur au niveau pictural. Ouais. Effectivement, c'est la marine. C'est bien pourquoi d'ailleurs je l'ai mise en tout début, parce que c'est déjà l'appel au voyage et c'est l'abord du Liban. Donc c'est la première image que les voyageurs voyaient par rapport au Liban, ça c'est sûr. Mais j'ai aussi un autre objet qui, lui, est peut-être beaucoup plus différent. C'est un des automates. C'est l'automate que tu verras plutôt à gauche, et c'est un automate qui est de Gustave Vichy et qui donc a son éventail d'un côté et son narguilé de l'autre. Et alors il a un mouvement dans les yeux. Si vous le voulez, ce sera peut-être un privilège pour vous tous qui nous avez suivis ce soir. En sortant après notre conférence, si vous le voulez bien, on fera actionner pour un petit moment l'automate, de manière à ce que vous puissiez voir au moins ses yeux cligner. L'automate tout entier est très beau, mais l'aspect extraordinaire, c'est simplement ses yeux qui clignent. Voilà, donc c'est effectivement les deux objets par excellence qui m'ont donné le plus. Il est fabriqué où, cet automate? Excuse-moi, mais en France. Oui, monsieur Gustave. D'accord. Justement, cet automate, il a fait la couverture de la Gazette de Drouot pour vous signaler l'importance de cet automate. Tout le monde en a rêvé, mais nous l'avons acquis. Bien. Non, tous les Parisiens se sont excités. En fait, les automates sont très rares et le sujet fumeur de narguilé sont très recherchés. Et cet automate, peut-être, à mon avis, est une pièce unique. Il est en très bon état, il fonctionne merveilleusement bien. Vous allez être privilégié, donc vous allez voir comment il faut. En fait, les 3 automates fonctionnent, ce qui est très rare. Bon, et toi, Gabi, toi qui as acheté, moi, tu as un coup de cœur particulier pour une de ces œuvres Un bon maronite, il y a un tableau qui représente les femmes maronites à La Fontaine. Alors, je dois préciser que grâce à Madame de Pertuis, qui a publié qui était au Liban en 1860, elle a signalé dans son journal, quand elle a reçu des amis, des Européens qui habitaient Istanbul, ses amis se plaignaient qu'elle devait porter le voile, alors qu'à Istanbul, elle n'était pas obligée de porter le voile. Au Liban, c'est le gouverneur turc qui a décidé que toutes les femmes devaient être voilées. Les musulmanes, bien sûr, les chrétiennes et les juifs. Elles devaient toutes être voilées. Par contre, le décolleté des femmes maronites était très généreux. Je ne suis pas d'accord du tout. Vraiment. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis historienne aussi. Oui. Non, ça me semble irréel, ce décolleté avec la croix au milieu entre les seins. Et les pieds nus. Non, ça a quelque chose d'orientaliste et de fantasmé. Gabi, non, pas moi. Enfin, bref. Philippe, est-ce que tu as un coup de cœur, quelque chose? Pour continuer sur la même femme maronite, on a trouvé la même dans le bureau de Pierre Berger, qu'il a gardé, bien qu'il avait fait 4 ventes de tout ce qu'il a eu de Saint-Laurent. C'est la seule qu'il avait gardée jusqu'à la fin, jusqu'après sa mort. Mais ils n'ont pas mis femme maronite. Nous, on l'a reconnue parce que c'est le mannequin de l'époque. C'était la Cindy Crawford de l'époque, cette jeune dame. Et le peintre, on a déjà 3-4 tableaux du même peintre. Oui, j'ai remarqué. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, il y a un double angle. Il y a le côté de l'histoire, le côté de tel protestant qui doit aller qui est convoqué par le patriarche maronite, qui lui dit arrête de convertir, on n'essaye surtout pas de convertir ces catholiques vers le protestantisme. On a ça en 1840. Donc le côté, et c'est reproduit par un peintre anglais de l'époque. Mais ce qui m'intéresse aussi le plus, c'est la qualité des couleurs. Nous avons au moins une dizaine de tableaux de grands peintres européens
que ça soit Neumann, Marilla, Montfort, un Italien, Pasini, et la qualité des couleurs est tellement chaude. On reconnaît le ciel, la mer, la couleur de la terre au coucher du soleil. Et ça, c'est fabuleux. On ne se lasse pas de... Oui. On rêve quand on voit tout ça. Tout à et fait. donc, c'est passionnant. Ces peintures orientalistes ont un charme fou quand elles sont vraiment... Enfin, grâce oui, à la oui, enfin, merveilleusement mises en valeur par cette justement, exposition. Ouais. Chose. Oui. Donc, je voulais simplement ajouter que là aussi, l'inspiration, quelquefois, est l'effet du hasard. J'étais en train de travailler sur la collection et puis je tombe en arrêt devant une photo. Pas l'une, mais la première photo des cèdres du Liban, qui est datée de 1844, bien sûr. Giraud de Pringé, qui, tout à coup, me dit, voilà, il faut impérativement que je fasse partie de cette exposition. Et oui, t'as dit ça, elle m'a dit ça. Elle m'a dit ça. Mais non, vraiment, je cherchais la manière dont il fallait protéger, dont il fallait, entre le rêve et la réalité, essayer de mettre un film pour essayer de temporiser. Et cette temporisation, c'était en fait les premières photos des cèdres du Liban de 1844 qui ont été prises donc par de Pringé, qui véritablement nous a donné l'émotion de voir cette première photo, cette première photographie de la forêt de cèdres, comme nous ne l'avons plus jamais vue depuis, puisque malheureusement elle est totalement différente. Enfin, aujourd'hui, elle a pris le temps. On se croirait dans un aéroport. J'aimerais ajouter, comme Gabi parlait du Qatar, les photos de cette période sont très difficiles à trouver parce qu'on se retrouve en face du Getty Museum qui achète, ou des musées français, parce que c'est la première histoire de la photo dans le monde. Il y avait quelques Français et 1 ou 2 Allemands. Et quand les musées veulent vraiment l'histoire de la photo, je me suis retrouvé, j'ai dit, mais c'est le Liban. Il dit, mais monsieur, c'est la première photo. Donc, en fait, il y a un double intérêt. Il y a une curiosité pour nous, locale et dans l'histoire. Pour eux, c'est dans l'histoire aussi. Est-ce qu'il y a des questions ou Oui, oui. Please. Bonjour, merci pour cette discussion, c'était vraiment intéressant. Mais j'ai peut-être 2 questions. La première, c'est est-ce que vous pensez vraiment que c'est valable de considérer cette collection comme une archive ou bien des représentations du passé du Liban qui sont valables? Parce que, comme on le sait très bien, l'orientalisme est... idéalise. Oui, idéalise, et c'est un fantasme, c'est une projection de ce que l'Orient est vu par l'Occident, si vous acceptez ces termes. Ça, et puis, ça c'est une question. Et puis ma deuxième question, c'est le but de cette collection. Est-ce qu'il y a un aspect critique à cette collection, ou bien est-ce que c'est juste sa valeur esthétique qui vous intéresse? Écoutez, je peux, en tant qu'historien, répondre à la première partie de votre question, c'est-à-dire dans quelle mesure les tableaux de cette exposition peuvent être une référence sur l'histoire ou sur un paysage réel. Et je vous dirais oui, c'est-à-dire en dépit, par exemple, de la déformation du regard occidental sur le Liban que représentent les orientalistes, il y a certaines rues de Beyrouth. Il y a par exemple un tableau ici où vous avez une rue de Beyrouth avec une arcade, et c'est une des portes de Beyrouth. Vous avez une autre qui est une mosquée, la mosquée du Serail, vue de l'intérieur, qui est aussi exposée ici. C'est vraiment probablement très proche de ce qu'était la mosquée du Serail au moment où le peintre. Donc oui,
il y a une vérité historique dans toutes ces peintures. Et il y a des peintures, et des portraits, par exemple le portrait de l'émir Melhem Shehab, peint en 1850. J'ai vu Vienne en dessous. J'ai cherché qui était ce Melhem Shehab. C'est-à-dire, c'est intéressant aussi d'avoir des portraits orientalistes de l'époque de personnages historiques. Et c'est important de l'utiliser en tant qu'historien. Oui, c'est crédible, c'est bon. Tripoli avec la mosquée Al-Bourtasi et le petit pont, une très belle peinture qui est aussi ici. Le pont n'existe plus, la mosquée n'est plus abordable comme elle est du point de vue de... Non, ça c'est formidable, c'est formidable. Maintenant, la deuxième partie de votre question était plus... je crois sur l'esthétique ou... Sur la collection, chaque tableau en soi n'a pas de vie. Tous ensemble, vous créez la vie. C'est ça surtout qui est beau. Quand vous voyez tous ces tableaux, au point de vue archives, ils vous parlent quand ils sont tous ensemble. Vous allez d'un lieu à l'autre et vous rêvez. Quand vous voyez un seul, vous regardez, vous appréciez. Donc c'est cette continuité dans le rêve que créent tous ces objets et qui font que vous êtes assise ici maintenant. Je veux juste répondre, moi, à ma façon, à la dame ici. L'Orient idéalisé, l'Orient rêvé, l'Orient fantasmé, ces tableaux se trouvent chez les autres, pas chez nous. Les autres, il y a le musée de Qatar, la collection Najd, oui. En Arabie Saoudite, tous les grands collectionneurs koweïtiens. Et pour vous confirmer ce que je viens de dire, il y a 2 jours une dame qui me suivait tout le temps. Je ne savais pas ce qu'elle voulait. Elle était à l'écoute. Et elle m'a suivi pendant des heures. Puis finalement, je me suis assis. Il n'y avait personne autour de moi. Et elle s'est présentée. Elle s'occupe de la collection du musée de Qatar. Elle connaît toutes les grandes collections de peinture orientaliste des gens du Golfe. Et elle m'a dit, cette collection, pour moi, elle vaut tout ce que j'ai vu. Ouais. Parce qu'il y a un thème, il y a un fil conducteur, alors que, oui, et ce n'est pas l'Orient fantasmé, pas du tout. Ce sont des vues topographiques des villes du Liban. Donc, de Beyrouth et de tout le Liban. Il y a une vue de tir, par exemple, qui date de 1836. Jusqu'à maintenant, bien qu'ils aient toutes les richesses, une exposition comme maintenant garde la valeur de Beyrouth qui est unique malgré tout l'argent qui ont pu acheter et expatrier nos tableaux à l'extérieur. Beyrouth reste avec un événement pareil, quelque chose d'exceptionnel. Eux n'ont pas de tableau de leur pays qui représentent des vues de Jeddah, et Riyad et Haïda. Donc ils achètent du monde islamique qui s'étend du Maroc jusqu'aux Indes. Nous, on a moins de tableaux. Et pour moi, ça n'a aucun sens. On a l'œil. Oui, ça n'a aucun sens, toutes ces collections-là. Est-ce qu'il y a encore des questions Voilà, un tout petit. Amin Malouf, comme nous le savons tous, a écrit son dernier livre, là, Le naufrage des civilisations. Je ne sais pas si tout le monde l'a lu, mais enfin, ce que je veux dire est dans les bras. Il a continué voilà, et il a continué je suis né en bonne santé dans les bras d'une civilisation mourante. Eh bien, écoutez, je dois féliciter des passionnés et plus question d'argent seulement. Comme M. Philippe Jabre, justement, et comme Gabi, et comme M. Mangui, des gens comme vous. Mais c'est vous des monuments pour, justement, nos futures générations, pour leur rappeler que nous ne sommes pas une région de terrorisme seulement et de barbarie, mais au contraire, le berceau de toutes les civilisations. Merci, Philippe.
Heureusement, vous avez seulement demandé le livre, mais monsieur l'ambassadeur de France veut que je lui envoie le film. Oui. Oui. Les archives vont aller chez toi, les archives. Imprimer le. En fait, le film est projeté par terre. Oh. S'il vous intéresse, allez. On n'a pas regardé. Allez le regarder par terre. On prépare. Il y a un catalogue qui se prépare le catalogue sur l'exposition, enfin sur toute la collection de Philippe Jam. Ouais. Un catalogue. Mais le problème, c'est que la collection continue. On continue d'acheter chaque année parce que maintenant qu'on a cette collection, ceux qui ont des tableaux viennent chez nous. Ils ne vont même plus chez les marchands ou chez les ventes aux enchères. Et donc, nous avons accès. Nous avons réussi, il y a 20 ans, à dégoûter le Qatar. Ça a été très dur, mais on l'a rendu tellement fou qu'il a dit, vous, les Libanais, vous êtes fous. Je ne touche plus au Liban. Je dis, très bien, va en Égypte, va en Maroc, va à Koweït. Alors, nous avons réussi à accumuler beaucoup, mais aussi, on continue. Et peut-être on peut parler du musée. Moi, je trouve merveilleux aussi, chère madame, vous parlez d'une civilisation mourante. La collection, en fait, orientaliste va être exposée en permanence dans un musée à Beit Shabab. Et c'est merveilleux parce que il faut un peu sortir de Beyrouth et essayer de diffuser justement l'accès à la culture en dehors de Beyrouth, dans un village, je ne dis pas perdu de la montagne, parce que c'est quand même un village important. Mais oui, voilà. Mais c'est vraiment la destination de cette collection. Et ça, c'est aussi très important, je pense, pour les jeunes, pour la culture au Liban, d'avoir le lieu où ça va être exposé. Ouais. Alors, ce lieu n'est pas seulement la demeure en tant que telle, c'est-à-dire la maison en tant que telle, mais ce sont plusieurs lieux qui sont contigus les uns aux autres. Et c'est un domaine aussi qui, justement, jouxte l'ensemble de ces maisons. Il y a donc la maison principale, qui sera en grande partie utilisée en tant qu'espace musée. Il y a l'ancienne fonderie de cloches de Beit Shabab, qui a déjà été en partie entièrement transformée en musée pour une des collections qui a été inaugurée il y a très exactement 3 jours. Et puis, le premier étage de cette fonderie sera aussi inauguré dans quelques temps. Et puis, il y aura peut-être éventuellement un troisième lieu qui sera aussi dans le voisinage. Donc, c'est vraiment une aventure. Et donc, lorsque Philippe dit que la collection est en train, elle aussi, de grandir au fur et à mesure du temps, je crois que le domaine, lui aussi, doit grandir en fonction de la collection. Bien, Inch'Allah. Merci beaucoup pour vos questions et votre attention. Et on se reverra à Beit Shabab, Inch'Allah, quand ce sera définitivement exposé.